fibre froide et l'IKP. Bienvenue. Avant de commencer, avant de poursuivre cette petite émission, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Vous le faites déjà très bien, je suis d'accord avec vous, mais faites ça massivement, Voilà, bienvenue, vous nous suivez de partout. Vous nous suivez à partir des Goma. Il y a des gens à Goma qui nous suivent. Nous vous saluons. Vous nous suivez dans l'ensemble de la République, mais aussi à l'extérieur du pays parce que nous recevons vos messages de partout. Nous avions reçu le message à partir de la Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes là pour travailler et vous donner les meilleurs contenus qu'il y a. Et aujourd'hui, nous allons vraiment parler des meilleures choses sur la République, mais aussi sur les développements de cette nation où je pense que ça ne doit que passer par la formation des hommes. Nous allons parler de tout ça. Mais je vous annonce la collecte qu'on a lancée. Quand je parle des on avec des amis, parce que nous avions pensé que quand la main est malade, c'est tout le corps qui est malade. Aujourd'hui, cette guerre de l'Est occasionne beaucoup de victimes et il y a des déplacés. Moi, j'étais à Goma il y a 2 mois passés. J'ai vu la misère de ces déplacés-là, des gens qui n'ont pas de lit, qui n'ont pas où dormir, qui ont des tentes, qui sont, pas des tentes, il y a HCR, hein, mais des tentes qui sont faites par des sacs. Alors nous nous sommes dit que nous allons faire une petite organisation, qu'elle serait avec les amis, avec les gens qui nous suivent à partir des Goma, et nous allons apporter un petit soutien. Donc si vous êtes intéressés, je crois que ça intéresse beaucoup de gens, nous allons vous demander aussi de pouvoir mettre la main. Là, nous allons vous montrer les images des amis qui sont déjà à Goma là-bas, et vous allez peut-être voir. Nous allons vous le montrer pendant l'émission, hein, ou à la fin de l'émission, où nous allons vous montrer vraiment quelques images des Goma. Il y a des amis qui sont déjà là, qui essayent de donner à manger avec les paix qu'ils ont, mais nous devons peut-être faire plus. Nous avions réfléchi longtemps, mais nous voulons réfléchir ensemble pour pouvoir assister nous-mêmes les Congolais. Alors, j'ai le réel plaisir aujourd'hui de recevoir quelqu'un qui a plusieurs casquettes. Il est écrivain, il est pasteur, il est enseignant. On l'appelle docteur, c'est le docteur Silas. Docteur, bonjour. C'est pour la première fois que vous nous visitez ici à PS Télévision, émission Préversion. Et quelle est votre impression? Ben écoutez, il y a toujours eu une première fois, et je prie que ça ne soit pas la dernière fois. Mon impression est très positive. J'apprécie la qualité du travail que vous abattez. J'ai eu à vous suivre 2 ou 3 fois, question de m'imprégner de la philosophie de votre émission. Et pour savoir aussi comment aborder les différents questionnements qui me seront soumis. J'apprécie la qualité du travail, les plateaux, voilà. Merci. Et je rappelle ici que nous n'allons pas seulement vous recevoir en qualité de pasteur, parce que vous avez plusieurs qualités. Ici, je vais rappeler que vous êtes aussi spécialiste en relations internationales. Oui. Et directement, je me pose la question, comment est-ce que vous êtes pasteur de l'Église, l'un des pasteurs les plus influents qui sont suivis, parce que moi aussi, je vous suivais sur les réseaux sociaux, je vois la dimension que vous avez, l'audience que vous avez, mais vous avez préféré aussi faire les études et la spécialisation même. Je peux même donner cette révélation qui est très bientôt, on va vous appeler professeur. Oui. Pourquoi tout ça? Bon, je crois que j'essayais dans la mesure du possible de répondre à ce qui est pour moi une vocation naturelle et divine. C'est vrai, je suis pasteur, mais le Dieu qui m'a appelé au pastorat ne m'a pas donné que le don pour enseigner à l'église. Il m'a aussi donné quelque chose que je puisse partager à ceux qui vivent avec moi dans une même génération et aussi à ceux de ma société. Ce qui fait que cette multiplicité de charges et de casquettes repose simplement sur la petite sagesse que nous avons appliquée pour bien répartir les talents que Dieu nous a donnés, mais aussi les orienter en vue d'être utiles aux uns et aux autres. Oui. Nous sommes pasteurs, nous sommes écrivains, nous sommes conférenciers, nous sommes consultants en leadership auprès des entreprises publiques et privées. Nous sommes chefs d'entreprise, nous sommes pères de famille. Tous nous disposons de 24 heures. Les pauvres à 24 heures, les plus riches à 24 heures, même les fous à 24 heures, les savants à 24 heures. Mais le tout dépend de comment nous gérons ces 24 heures.
Alors, je m'en vais vous poser cette question. Comment vous faites pour gérer tout ça? Déjà, les pastorales, ça prend beaucoup de temps. Comment vous faites pour les gérer Avant de gérer, il faut d'abord se fixer des objectifs. Ok. Il faut savoir ce que l'on veut devenir, il faut savoir ce que l'on veut apporter, il faut savoir où on veut aller. Lorsque la destination n'est pas très bien définie, la direction, l'itinéraire importe peu. Ouais. Il faut d'abord fixer l'itinéraire et en vue, et après cela, commencer à discuter sur quel sera l'itinéraire le plus court et le moins dangereux. Donc, comment je fais? Je sais ce à quoi je suis appelé. J'essaye dans la mesure du possible d'être un bon mari pour mon épouse, et un bon père pour mes enfants, un bon pasteur pour mes paroissiens, oui. Un bon enseignant pour les étudiants, un bon coach pour ceux-là qui sont sous ma couverture. Et donc, voilà. Mais il est d'abord question, avant de gérer, de se fixer. On gère quoi? Oui. En réalité, on ne gère pas le temps. Okay. Mais on essaye de faire une gestion intelligente du temps en fonction de ce qu'on s'est assigné. Okay. Voyez-vous? Okay. Mais aussi longtemps que le but n'est pas très bien défini, clairement défini, on aura du mal à gérer le temps. La valeur du temps, 1 heure à 60 minutes. Mais cette 1 heure, les 60 minutes d'1 heure n'est pas le même 60 minutes que pour un joueur de football sur les terrains et pour un taximan. Ok, justement. Parce que pour un joueur, tout se joue dans ces 1 heure-là. Voilà. Ok, voilà. Dans ces 90 minutes qui lui est réparti, alors que le taximan, lui, a toute sa journée pour réunir son versement, comme on dit. Voilà. Donc, le tout dépend de ce que vous vous êtes assigné comme objectif. Et c'est à cela que vous allez appliquer la sagesse de la gestion de votre temps. Alors, avoir tout ça en étant homme d'église, intellectuel, scientifique, je pense que nous allons même piper un mot par rapport aussi à votre vision par rapport à la guerre de l'Est, parce que vous êtes internationaliste. En effet. Est-ce que vous êtes compris autour de vous ou à l'église ou dans votre nation? Est-ce qu'on comprend qu'est-ce que vous êtes, cette bibliothèque que vous êtes? Je vous ai même suivi parler du développement, parlant de l'exemple des pays développés aujourd'hui comme Dubaï, la RDC. Est-ce que vous êtes compris aujourd'hui? Oui, bon, dans la vie, tout le monde ne vous comprendra pas. Oui. C'est d'ailleurs illusoire de penser que tout le monde vous comprendra, parce que même Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, n'a jamais été compris par toute personne, par tout le monde. Il y a de ceux qui pensent que Dieu aurait pu faire ça, pourquoi Dieu nous a donné ceci, il aurait pu le donner à autrui, et ainsi de suite. Mais ce qui est important n'est pas le but d'être compris, c'est plutôt l'important, c'est d'être effectif dans ce que vous faites. Certains vous comprendront aujourd'hui, d'autres vous comprendront demain. Et même ceux qui prétendent vous comprendre aujourd'hui, la plupart d'entre eux ne vous comprennent pas parce qu'ils n'ont qu'une définition très partielle de ce que vous êtes. Et ce n'est qu'après le temps qu'on finira par comprendre quelle a été votre véritable valeur. Il y a des gens comme ça qui de leur vivant n'ont pas été assez compris. Oui. Jésus a été tué parce qu'il n'a pas été compris. Mais aujourd'hui, il est célébré à travers l'humanité des siècles, des millénaires et des millénaires. Vous avez vu les cas de Lumumba. Quand Lumumba meurt en tant qu'un ancien premier ministre congolais. Mais une fois qu'il meurt, il devient une icône internationale. Ce qui signifie, si Lumumba était resté vivant, il resterait un patrimoine congolais. Mais le Lumumba meurt, devient un patrimoine international. Aujourd'hui, il existe plus de 9 institutions d'enseignement universitaire qui portent le nom de Lumumba. Il y a des avenirs, il y a des cités qui portent le nom de Lumumba, simplement parce qu'il a été compris en retard. Justement, il y a même des gens qui se coiffent comme Lumumba. Voilà, donc l'objectif n'est pas d'être compris, l'objectif c'est d'être effectif dans ce pourquoi vous avez été appelé. Sachez donc à quoi vous avez été appelé, équipez-vous pour cela, posez-vous la question, avez-vous les ressources requises pour accomplir votre vocation, et qui est-ce qui peut vous accompagner? En quoi est-ce que peut s'évaluer votre contribution? Et après cela, si les gens ne vous comprennent pas aujourd'hui, 10 ans, 15, 20 ans après, on pourra vous comprendre. Ok, docteur, je ne vais pas passer cette question aujourd'hui. C'est les 1er mars où on dédie ces mois à la femme, on célèbre la femme. Quel est le rôle de la femme pour vous, docteur, dans votre vie, dans votre ministère? Et en faisant même des recherches, vous avez écrit sur la femme, sur les 7 visages, 7 figures de femmes. Quel est le rôle de la femme? Je commencerai d'abord par dire que c'est vrai, le mois de mars est dédié à la femme. Mais sur 12 mois dédiés, un seul mois à la femme serait injuste.
Parce que la femme est cet être indispensable. Sans la femme, nos sociétés n'existeraient pas. Oui. Sans la femme, vous et moi, nous ne serons pas sur ce plateau. La femme est à la fois cette mère par qui nous venons au monde, la foi est ses partenaires avec qui nous avançons, oui. mais la femme c'est aussi ces enfants, ces jeunes filles que nous mettons au monde pour assurer notre pérennité, pour assurer notre futur. Oui. Et pour cela, il est donc important pour nous de comprendre que nous ne devons pas réduire la valeur de la femme à une célébration mensuelle. Ok. La valeur de la femme devait être célébrée du mois de janvier au mois de décembre. Okay. Mais qu'à cela ne tienne, la femme, à mes yeux, occupe une grande place. D'accord. Comme vous le disiez d'ailleurs, j'ai écrit un livre il y a cela 3 ans, cette figure de femme. Justement. Et je vous informe qu'il y a un autre livre. Après avoir été réclamé par des femmes qui ont lu mon premier livre sur la femme, on m'a demandé si je pouvais insister sur un aspect qui correspond justement à une de mes spécialisations, c'est-à-dire le leadership, où j'ai exploité une des figures de la femme leader. Et au mois d'avril, nous allons procéder au baptême d'un très très bon livre. Encore consacré à la femme. Consacré à la femme, le leadership au féminin. Okay. Je suis en train d'expliquer dans ce livre la nécessité pour nos sociétés de reconsidérer la place de la femme dans la société. De manière générale, dans la famille, dans les entreprises. Pourquoi? Parce que il est certes vrai que les femmes sont majoritaires en termes de nombre dans tous les pays du monde presque, mais seulement la main-d'œuvre que la femme représente est encore insignifiante lorsqu'on compare à la main-d'œuvre masculine. Il n'est pas question ici d'aller en conflit entre les hommes et les femmes, mais il est question ici d'inciter les sociétés, d'inciter les leaderships politiques, les leaderships sociétals à disposer pour la femme des cadres de formation, d'équipement, d'instruction, parce qu'une femme de plus instruite est une main-d'œuvre de plus. Une femme bien éduquée est un élément nouveau qui permettrait à la société de s'améliorer et de s'avancer. Le leadership au féminin. Est-ce qu'il est possible que l'on puisse avoir une femme dirigeante? Oui. Est-ce qu'il est possible que la femme ne soit là que pour être derrière? Donc toutes ces questions sont abordées dans ces livres et sans aller en conflit, parce que nous avons dit à l'introduction même de ces livres que le leadership n'a pas de genre. Autant un homme peut exercer un très bon leadership, autant une femme peut aussi l'exercer. Mais est-ce que la parité voudrait simplement dire que l'on donne à la femme la chance de diriger parce qu'un homme a dirigé? Est-ce que la parité voudrait étrangler la théorie, la loi de la compétence? Non. Et ici, nous sommes en train d'insister pour que les femmes se mobilisent, retrouvent leur place, contribuent, non pas en allant en guerre contre les hommes, mais plutôt en allant en guerre contre les antivaleurs, en allant en guerre contre toutes ces mauvaises idéologies machinistes qui excluent la femme de la gestion, alors qu'il y a de ces femmes qui sont autant compétentes que certains hommes. Je pense que nous avons l'exclusivité déjà de ces livres qui vient déjà, nous avons la chance ou la grâce d'avoir cette exclusivité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand vous faites l'étude de la femme, est-ce que la femme est déjà arrivée là où elle devrait être aujourd'hui dans notre nation? Est-ce que la femme congolaise aujourd'hui, seule, elle pourra se porter sur les dos, ou il y a encore un travail à faire? Non, le travail à faire est énorme parce que, en toute objectivité, il faudrait comprendre que la femme est loin d'être ce qu'elle est censée être, est loin d'apporter ce dont elle est capable d'apporter, simplement parce que cette femme fait face à plusieurs obstacles, à plusieurs défis. Il y a des défis d'ordre religieux qui estiment dans plusieurs religions que la femme serait placée en dessous de l'homme. Et pourtant, même quand vous lisez la Bible, le seul cadre où la femme est placée en infériorité en termes de position par rapport à l'homme, c'est dans le cadre du mariage. Ainsi, la Bible ne demande pas à toutes les femmes d'être soumises aux hommes, mais la Bible demande à la femme d'être soumise à son mari. Donc, vous et moi, nous n'avons à demander la soumission qu'à une seule femme. La vôtre, comme épouse, la mienne aussi comme étant mon épouse. Mais je ne peux pas demander à la dame que je vis à l'administration de m'être soumise. Ça, ce sont des défis du point de vue religieux. Ce qui fait que malheureusement, la plupart des religions
ont, peut-être pas intentionnellement, mais par ignorance, ont muselé la femme, ont amené la femme à ne pas croire en elle-même, à ne pas croire en son potentiel. Autre chose, autre obstacle, ce sont les défis d'ordre culturel. Qu'est-ce que la femme représente dans nos cultures? Aujourd'hui, lorsqu'on a 2 enfants et qu'on voudrait envoyer un seul enfant à l'école par faute de moyens suffisants, laissez-moi vous dire que chaque parent sérieux choisirait d'envoyer les garçons à l'école en lieu et place d'envoyer la fille. De la fille. Pourquoi? Parce que notre subconscient, notre culture nous fait croire que la femme est moins équipée intellectuellement que l'homme. Elle va se retrouver dans un mariage, par exemple. Justement parce que notre culture a amené la femme élever les enfants. A amené la femme à considérer le mariage comme une carrière. Le mariage ne devait pas être perçu comme une carrière, mais comme une étape essentielle pour la reproduction et aussi la pérennisation même de notre société. Justement. Mais la femme ne devait pas être éduquée pour finir au mariage. Une femme devait être capable d'être mère, une bonne mère dans son foyer, mais aussi être un cadre dans la société. Alors docteur, là, j'ai plusieurs questions à vous poser. Partons d'abord de la Bible. Qu'est-ce que vous pensez de ces passages ou de quelques religions qui croient fermement à ces passages où on dit qu'il n'est pas permis à la femme de prêcher? Deuxièmement, une question m'est venue. Lorsque vous aviez parlé de la soumission de la femme dans un milieu, par exemple, ecclésiastique, dans un milieu plutôt conjugal, dans un milieu de couple. Et quels sont cet homme-là qui travaille avec sa femme? Lorsqu'ils sont chez eux, ils sont mari et femme. Mais lorsqu'ils arrivent au travail, ils deviennent collègues. Comment il existe, quelques couples ont connu ce conflit d'intérêts. Ils travaillent au sein d'une même entreprise, ils sont collaborateurs. Bon, je pense que si déjà ils travaillent, j'estime qu'ils ont atteint un certain degré de maturité dans la vie pour pouvoir faire la différence de cadre. Que ici, nous sommes dans un cadre purement professionnel et à la maison, nous sommes dans un cadre purement conjugal. Donc, ce qui fait que partant de cela, il faudrait que le couple, l'homme et la femme, parviennent à maintenir cet équilibre. Cet équilibre qui voudrait assez que la différence des cadres soit reconnue et maintenue. Alors, partant de la question si la femme devrait prêcher ou pas, je ne voudrais pas aujourd'hui peut-être aller dans ce sens-là parce qu'il faudrait peut-être toute une émission d'ordre doctrinal pour rencontrer les points de vue des uns et des autres. Mais ici, je m'arrête à l'aspect de la contribution de la femme dans la société, dans l'église, dans le foyer et même dans les entreprises. Il est question ici aujourd'hui de sortir la femme de cette cage dans laquelle elle a été placée, mais aussi avec sa propre complicité. Parce que la complicité de la dite femme, parce qu'elle-même aussi, on ne peut pas vous libérer si vous ne croyez pas en votre propre libération. Je vous donne un simple exemple aujourd'hui. Regardez le nombre de femmes que nous avons au Congo, essayez d'évaluer le nombre de femmes qui ont osé postuler. Et vous constaterez même inférieur, alors qu'il y a beaucoup plus de femmes. Il y a beaucoup plus de femmes, mais il y a eu moins de femmes candidates. Évidemment, cela est dû à beaucoup d'autres facteurs. Les moyens, la femme... L'implication même de la femme elle-même au sein des organisations politiques. Justement, mais pourquoi cette implication est faible? C'est parce que quelque part, la femme africaine et la femme congolaise de manière particulière croit qu'elle est celle que l'on doit aider, elle croit qu'elle est celle qu'on doit assister, et elle se sous-estime et ne croit pas qu'elle aussi a quelque chose à pouvoir apporter pour l'amélioration de sa cité, l'amélioration de sa condition. Voyez-vous? Il y a même des femmes qui croient que gagner la vie, c'est avoir un homme dans la vie. Donc le jour où elle a un homme, elle pense que c'est là gagner la vie. C'est tout ça, c'est des défis d'ordre culturel. C'est comme ça que la jeune fille africaine pense. C'est comme ça que la jeune femme congolaise pense. Même quand elle est à l'église, 80% de ses prières sont orientées en direction de pouvoir trouver un homme ou de pouvoir trouver de la stabilité dans les mariages. Le mariage, j'ai dit, il est sacré. En tant que pasteur, je peux vous rassurer de la valeur que j'accorde au mariage. Et une valeur sacrée
sacré. Voilà. Mais je ne pense pas que le mariage soit en soi une vocation. Ok. Je ne pense pas qu'une jeune fille aille à l'école, apprenne le droit, apprenne la communication, apprenne la chimie et consort pour finir dans le mariage. Le mariage, c'est ce cadre sacré de bénédiction où l'on vient pour se proliférer, où on vient pour se multiplier, mais aussi la qualité même des enfants qu'on a dans le mariage est aussi déterminée par le niveau intellectuel, de la niveau femme, de lucidité intellectuelle de la femme et de son mari. Justement. Donc moi je suis de ceux qui encouragent à la femme de continuer à se battre pour s'améliorer intellectuellement, s'améliorer spirituellement, s'améliorer financièrement, afin de connaître une véritable autonomisation. Ok, nous allons en parler. Ce n'était qu'une introduction. Je pense qu'on a ouvert plusieurs brèches comme ça, où on va profiter pour parler de tous ces points, les mariages, la femme, et je pense que le docteur aura beaucoup de choses à nous dire. J'ai parlé de l'introduction parce que nous allons parler du rôle de l'Église. Je vous ai dit que le docteur, au-delà de toutes ces casquettes, il est aussi pasteur. Quel rôle devrait jouer l'Église aujourd'hui pour le développement de notre nation? Docteur, qu'est-ce que vous, pasteur, qu'est-ce que l'Église en général devrait faire? Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons du détournement, nous trouvons ces grands détourneurs à l'Église. Lorsque nous parlons de beaucoup de choses, et même vous-même, entre vous les pasteurs, vous vous entremêlez au point où les fidèles ne savent à quel sens c'est voué. Quel est le rôle devrait jouer à l'Église aujourd'hui? Mon cher ami, l'Église a un rôle à jouer pour l'émancipation, le développement de sa société. Surtout une société comme la société congolaise. C'est vrai que du point de vue constitutionnel, nous sommes un pays laïque, mais du point de vue sociologique, nous sommes un pays très religieux, à forte prédominance chrétienne. Donc, nous dirons que le Congo est un État, est un pays, une société chrétienne et un pays laïque. Un État laïque, une société chrétienne. Compte tenu du nombre des églises implantées à travers la République, mais aussi compte tenu de l'adhésion combien effective des citoyens dans les questions religieuses. Nous sommes un pays qui a foi en Dieu, et pour cela, l'Église se voit attribuer un rôle primordial, un rôle important. Et ce rôle se veut à la fois spirituel, parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'une société est avant tout une entité spirituelle. L'aspect spirituel. L'aspect spirituel de la société. Une société n'est pas simplement l'espace habité par des hommes, mais il y a aussi une dimension spirituelle qu'il faudrait découvrir, qu'il faudrait pénétrer pour comprendre, même donner les justifications qui pourraient être à la base, soit d'un développement rapide ou un développement retardé. Donc la spiritualité joue aussi un rôle pour le développement d'un pays. Il n'y a pas un pays qui se soit développé avec une spiritualité qui aille dans le sens contraire. Et quand je parle de la spiritualité, je ne parle pas simplement du christianisme. Parce que aujourd'hui, vous regarderez de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, aucune société ne s'est élevée, s'est développée, a atteint une stature d'hégémonie pour pouvoir exercer son hégémonie sur les autres nations dans sa région ou dans sa sous-région, sans que cette société ait aussi une béquille spirituelle. C'est en quoi croire un peuple est un élément déterminant de sa puissance. Si cette croyance ne le fait pas pousser vers le devant, ne le fait pas prospérer en tant que communauté, cela suppose que cette croyance repose sur deux faits. Soit une mauvaise perspective, un mauvais point de vue, ou encore une mauvaise foi. Si c'est un mauvais point de vue, alors il faudrait remédier. Il faudrait guérir cette spiritualité. Si cela repose sur une mauvaise divinité ou une mauvaise croyance spirituelle, il faudrait carrément la déclasser parce qu'elle est en inadéquation avec les aspirations d'un peuple. Un peuple peut rester amorphe, naïf, bête, idiot à cause de sa spiritualité. Un peuple peut s'éveiller, sortir de sa cage, exercer sa force et sa domination à cause de sa spiritualité. Alors là, docteur, vous me permettez de vous relancer parce que c'est que vous dites... je n'avais pas encore... Ok, allez-y. Oui, je vous relance. Vous rejoignez par exemple l'église, les églises de Noirs où ils disent que, attendez, pour que ce pays soit développé, il faut rentrer au Dieu des ancêtres. Non, ce n'est pas tellement ça. Je pense que c'est un raccourci. Nos amis prennent vite un raccourci pour justifier
notre léthargie, notre retard. Non. Le même christianisme qu'il déplore a été à la base au Moyen-Âge de l'actuel Occident, de l'industrialisation. Lorsque Max Weber arrive en 1900 aux États-Unis d'Amérique, il est très vite étonné de ce binôme religion-industrie. Religion-industrialisation. L'évangélisation plutôt et l'industrialisation. Il se rend compte que l'industrialisation qu'il découvre dans le Nouveau Monde de l'Amérique était tributaire à la qualité de l'évangélisation qui était menée. Je vous donnerai l'exemple de la Suisse. Lorsque en 1647, si j'ai bonne mémoire, le roi Louis XVI signe les traités, plutôt l'édit de Fontainebleau, où il chasse les protestants de la France pour faire plaisir à la papauté. Plus de 200 000 citoyens français protestants vont partir. Mais on se rendant plus tard compte que les 200 000 citoyens qui sont partis vers les pays voisins, la Suisse, l'Allemagne et autres, étaient généralement, c'est eux qui constituaient généralement, essentiellement, voulais-je dire, et constituaient essentiellement l'élite intellectuelle de la France de l'époque. C'était des physiciens, c'était des chimistes, c'était des philosophes qui sont partis. Pour dire, prétendre que le Congo n'est pas développé à cause du christianisme, c'est vraiment un raccourci intellectuel. Juste un raccourci. C'est de la malhonnêteté. Il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs causes. Parce que si nos religions étaient autant fortes, anémistes plutôt, étaient autant fortes qu'on veut les prétendre aujourd'hui, l'homme blanc n'allait pas avoir le dessus sur nous. Le problème n'est pas Dieu. Le problème n'est pas l'Église. Le problème n'est pas la Bible. Je pourrais même dire une phrase qui pourrait vous choquer et même choquer certains téléspectateurs, qui pourtant est vraie. Chaque peuple crée son Dieu. Donc le problème n'est pas le Dieu de la Bible, mais le problème c'est le Dieu que nous avons créé par une mauvaise interprétation de la Bible. Ou encore la manière dont on nous a présenté Dieu. Voilà pourquoi nous baignons dans des comportements, dans des cultures religieuses du genre, de langage du genre Nzamba Kosala. Il est écrit où Nzamba Kosala. Quel est ce peuple qui croit en un Dieu qu'on peut sous-traiter? C'est que Dieu n'a pas fait pour les Ghanéens, qui n'a pas fait pour les Chinois, qui n'a pas fait pour les Singapouriens, qui n'a pas fait pour les Argentins, il ne le fera pas pour les Congolais. D'autant plus que Dieu n'est pas détenteur d'un passeport congolais. Dieu n'est pas détenteur d'une carte d'électeur congolais. Il est Dieu. Il a établi des lois selon lesquelles les nations sérieuses vont se référer pour se développer. Alors, docteur, donc nous devons dire aujourd'hui... Voilà pourquoi, par exemple... Il faut enlever cette thèse-là que Nzamba Kosala. Donc, c'est un aveu d'impuissance et d'ignorance. Donc, je vais aller même plus loin pour dire, lorsque les institutions, par le président de la République, dit que allons prier pour la nation, pour que Dieu fasse quelque chose pour la nation. Justement parce que les dirigeants des institutions ne sont que le fils spirituel de nous pasteurs. Les pasteurs ont induit les dirigeants en erreur. Induit peut-être que pas volontairement. Je vous donne un exemple simple. Allez-y. Le 7 octobre, les Hamas attaquent Israël. Ils bombardent. Ils prennent des hommes, des femmes et des enfants en otage. Il attaque Israël. Le seul pays avec qui Dieu a traité alliance. Le seul. Le seul pays que nous considérons pour nous autres eschatologues, nous considérons comme étant l'horloge du monde. Nous observons l'avancement de l'agenda prophétique de Dieu aussi en fonction de ce qui arrive dans ces pays et autour de ces pays. En Israël. Israël, par le biais de son premier ministre Benjamin Netanyahu, fait appel à tous les réservistes. Ils sont de partout ils viennent. Pas pour prier. Pas pour remplir les stades. Pour se battre. Pourquoi ils se battent? Pas parce qu'ils sont des guerriers, pas parce qu'ils sont violents. Ils se battent parce qu'ils savent que le Dieu qu'ils prient s'appelle Jéhovah Shalom. Le Dieu de paix. Mais le même Dieu qui s'appelle Jéhovah Shalom s'appelle aussi Jéhovah Sabaoth. C'est-à-dire le Dieu des armées. En d'autres termes, c'est ce binôme-là. Dieu est à la fois Dieu de paix et il est un Dieu de combat. Parce qu'un pays ne peut pas connaître que la paix s'il n'a pas un dispositif sécuritaire capable de sécuriser la paix.
Alors, pasteur, si nous Donc le problème, mon cher ami, voilà. Ce sont nos enseignements que nous donnons qui ont fait que le peuple soit au point où ils sont. Donc l'enseignement aujourd'hui a détruit l'Église. Elle est à la base de la destruction de l'Église. Je pense que nous connaissons en partie, nous sommes en train d'avancer. Oui. Mais seulement le malheur, c'est que les événements viennent à une vitesse de croisière et ça nous prend au dépourvu. Et pour cela, il faudrait aussi, de notre part, une adaptation idoine. Une adaptation qui corresponde aux enjeux. C'est-à-dire prier pour l'émergence de véritables enseignants qui n'enseignent pas ce qui leur a été enseigné, mais ce qui enseigne la Bible. Regardez la Bible et la lire avec nos propres lunettes et non plus avec les lunettes du missionnaire. Qui nous a fait croire que la prière était la seule activité qui pourrait nous pousser vers le développement. Or, aujourd'hui, l'on se rend compte. Pour un pays qui a autant de ressources comme le Congo. Nous sommes en sous-développement. Mais nous prions beaucoup. Hein, nous prions beaucoup justement parce que nous ignorons beaucoup. Parce que quelquefois, la quantité de prières qu'une nation élève peut aussi déterminer les degrés de son ignorance. Alors, docteur, pourquoi? Parce que cette nation remplace l'action par la prière. Par la prière. Et pourtant, il y a un temps où il faut prier, il y a un autre temps où il faut agir. Alors, il y a un temps où il faut penser. Arrêtez de diaboliser l'intelligence. Arrêtez de croire que ceux qui sont intelligents, ceux qui réfléchissent sont charnels. Non, Dieu est éminemment intelligent. Donc comprendre que la réflexion doit prendre la place de du réflexe. Comprendre que la réflexion ou la pensée, le fait de penser, de cogiter, n'est pas une activité charnelle, mais c'est aussi une activité spirituelle. Alors, docteur, je veux directement vous poser la question. Puisque là, quand à vous suivre, ça montre directement, ça montre tout droit que vous avez, aujourd'hui, l'Église a désorienté la population, a même désorienté les chefs de l'État. Parce que on est allé au stade, les gens sont allés au stade pour recommander la nation entre les mains de Dieu. Non, je ne me connais pas. La valeur du travail que l'Église a fait, ou encore l'impact de la prière. La prière est très importante. C'est que je condamne ce quoi. C'est quand nous prions en lieu et place de réfléchir. Ce que je condamne, c'est quoi? C'est quand nous prions alors que c'est le moment d'agir. Ce que je condamne, c'est quoi? C'est lorsque nous disons aux enfants de Dieu, prions Nzambakosala, alors que Dieu attend à ce que nous-mêmes, nous puissions agir. Donc, il ne faudrait pas jeter l'Église dans son ensemble. Il y a des aspects de l'Église, des messages de l'Église qui ont beaucoup apporté à la nation. Aujourd'hui, personne ne pourra malheureusement évaluer la régression du nombre de bandits potentiels, de prostituées potentielles, de voleurs potentiels, grâce au message de l'évangélisation, grâce à l'évangélisation qu'a menée l'Église. Donc ici, il faudrait être objectif. Donc il faut être équilibré. Il faudrait être équilibré. Ce qui est bon est bon. Ce qui est mauvais, il faut corriger. Alors docteur, dites-nous, avant que nous entrions sur les questions d'actualité, notamment nous allons parler de cette guerre de l'Est. Docteur, qu'est-ce que l'Église devrait faire? Qu'est-ce que la politique ou l'impulsion que la politique devrait faire aujourd'hui, docteur? Vous êtes président de la République, vous êtes ministre. Quelle orientation devrez-vous donner à l'Église pour que tout ça, tout ce que nous décrions aujourd'hui, ne puisse pas arriver? Est-ce que les pasteurs doivent nécessairement recevoir un cutis ou une formation qui permettrait d'équilibrer les temps de la prière et les temps du travail, ou l'État devrait réguler sur cette question de l'Église? Je vais vous répondre en vous disant que ce n'est pas l'Église qui est malade. C'est la société congolaise qui est malade. L'école professorale, le corps scientifique n'est pas plus en bonne santé que l'Église. Le corps culturel, qu'on a malheureusement réduit qu'à la musique, n'est pas autant en bonne santé que l'Église. Je ne parle même pas de la classe politique parce que c'est le corps le plus symptomatique de nos maux en tant que mal. La société congolaise est malade dans sa globalité. La justice. Le président de la République l'a si bien dit que la justice est malade. Il a dit en toute honnêteté. Il y a espoir de lueur, il y a l'espoir que cette maladie... Tout est possible, à moins que nous acceptions de mettre fin à la complaisance et de travailler avec abnégation. À moins que nous acceptions de redevenir hommes
homme avec H majuscule, écrit en caractère grand, en caractère d'imprimerie. À moins que nous arrivions à nous accepter les uns et les autres et à partir des antivaleurs vers une nation de valeurs, une république de valeurs. Voyez-vous? Et pour cela, il faudrait reconnaître que ce n'est pas l'Église qui est malade à elle seule, c'est l'homme congolais qui est malade dans son entièreté. Cet homme a besoin d'être réinventé. Cet homme congolais a besoin d'être repensé, afin qu'il soit structuré, équipé, pour l'aider à prendre à bras le corps la destinée de son pays. Qu'est-ce que l'État doit faire? L'État doit d'abord commencer par faire ce diagnostic que nous sommes en train de tenter de faire, toi et moi, excusez de tutoyer, sur ce plateau. Voyez-vous? Il faudrait que l'État soit à même de faire ces diagnostics. Parce que même les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui, nous voulons les résoudre comme si les causes de ce problème étaient immédiates. Et pourtant, ce sont des causes des fois lointaines. Justement. Or, quand le diagnostic est complaisant, la thérapie ne peut pas être effective. Pour des maladies qui ont duré longtemps, il faudrait des thérapies sévères et rigoureuses. L'État congolais doit étudier sa société. Je dis bien, l'État doit bien étudier sa société, dans sa composition. Qui est-ce qui fait du Congo, du Congolais, qu'est-ce qui fait de l'homme congolais c'est quoi être congolais? Je prenais même le mot qu'a utilisé un de mes professeurs. Qu'est-ce qui constitue notre congolité? Alors moi, si je vous pose cette question, docteur, qu'est-ce qui constitue aujourd'hui la congolité? En des mots, parce que nous devons parler de la guerre de l'Est. C'est notre mentalité. Notre mentalité qui fait de nous différents de l'Angolais, qui fait de nous différents de l'autre, est une mentalité erronée. Excusez-moi. Erronée, partielle, endommagée. Voilà pourquoi nous regardons tous les autres comme étant supérieurs à nous, et les autres aussi nous regardent comme étant inférieurs. Et même quand nous refusons d'être inférieurs, nous attendons que les autres viennent nous assister. Au fait, il faudrait repenser notre congolité, donner à cette congolité un nouveau contenu. Penser ce que doit être l'homme congolais. Nous sommes aujourd'hui victimes de l'esclavage, victime de la colonisation, victime de la dictature moboussienne, victime des différents régimes qui se sont suivis, qui ont pataugé, des régimes purement politiciens qui n'ont pas mis l'homme au centre de leurs actions, de leur activité politique. Voyez-vous? Et voilà ce que nous sommes. Nous sommes, comme on dit en lingala, ndeke ndeke. Sans position fixe. Comme des orphelins. Maintenant, il faut donner à cet homme congolais une orientation. Donner à l'homme congolais une destination. Et l'équiper pour qu'il ne meure pas en chemin. N'est-ce pas que c'est les choix du Et pour cela, il faudrait repenser notre système éducatif. Qui est en inadéquation avec les réalités contemporaines. Il faut repenser notre système éducatif. Tropicaliser l'école congolais. Nous l'avons beaucoup occidentalisé. Nous avons voulu une école qui plaît aux Blancs, une école qui plaît aux Belges. Voilà pourquoi nous sommes incapables de résoudre nos propres problèmes à nous. Pourquoi? Parce que l'école ne nous a pas équipés pour résoudre les problèmes. Alors que la mission primaire de l'école, c'est de ne pas donner de diplôme, mais plutôt d'équiper intellectuellement, scientifiquement, les enfants pour résoudre les problèmes que connaît leur société. Donc pour chaque société, il faut une école, et pour chaque école, il faut une société à guérir. Voyez-vous? Il faudrait repenser le contenu de notre religion, je dirais de notre christianisme, qui lui aussi plutôt, ce christianisme, notre christianisme à nous, s'éloigne de plus en plus de la Bible. Voilà pourquoi nous prions beaucoup, nous chantons beaucoup, mais nous sommes loin de vivre ce que la Bible nous demande. Docteur, je pense qu'il faudrait même toucher la Constitution, parce que tout ce que vous dites là, avec ce que dit la Constitution, qu'il faut être démocrate, là c'est encore un pays laïque. Encore un raccourci de l'intellectuel congolais. Oui, mais c'est ça en fait. Avant de chercher à toucher à la Constitution. Rassurez-vous, vous avez accompli tout ce que la Constitution stipule.
À quel niveau se trouve l'obstacle? Mais je pense que le niveau, c'est même à 100%, parce que lorsqu'on prend notre constitution, on prend celle de la France, on dit que c'est presque parallèle, et c'est une constitution occidentale. Ce n'est pas la constitution qui développe un pays, c'est l'homme. Ouais. La Bible, si je pourrais considérer la Bible comme une constitution, elle serait la meilleure des meilleures. Merci. Nous sommes donc en direct. Mais cela ne fait pas que tous les pays qui ont la Bible soient prospères. Tout dépend de la bonne foi que vous avez. Voilà. À suivre ce qu'est prescrit la Constitution, ce qu'elle stipule, et à l'appliquer. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nous prenons cette Constitution et nous la politisons. Oui. Chacun veut l'interpréter pour son intérêt. À sa propre manière. Et quand on voit que ça ne tient pas, il faut la modifier. On va changer autant de constitutions. Ce n'est pas ce qui assurera. Je pense que c'est... Est-ce que vous savez qu'il y a même des pays qui n'ont pas de constitution? Un pays comme la Grande-Bretagne n'a pas de constitution. Ok. Elle a juste des traditions. Les traditions qu'il faut suivre. Il les respecte. Vous savez que dans certains milieux, même pour prêter à quelqu'un $10, il faut écrire une note. Oui. De reconnaissance. Sinon, il ne va pas payer. Mais vous allez dans d'autres milieux. Des gens se prêtent $1 million sans note. Sans note, oui. C'est l'homme. Donc c'est la culture. Tout revient à la culture d'un pays. Nous sommes en direct. Nous sommes en direct, nous allons piper mon à Lingala. Mais docteur, nous avons appelé parce qu'aujourd'hui, plusieurs gens se posent des questions sur la guerre de l'Est. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Vous avez parlé un peu de la diplomatie. Ici, le chef de l'État a été les plus grands diplomates de tous les chefs de l'État parce qu'il était à l'extérieur et il continue de voyager, pensant que la solution viendra de l'étranger. Vous avez même évoqué une question ici, qu'Israël, qui est une nation des dieux... C'est pas moi qui ai dit ça. Non, moi je pose des questions. Non. Que le chef de l'État est le plus grand diplomate. Ça c'est moi qui l'ai dit. Ah, ok. Ça c'est moi qui l'ai dit. Je constate même que le chef de l'État a beaucoup voyagé, il a beaucoup voyagé et il continue de voyager pour chercher des solutions diplomatiques. Alors, la question que j'aimerais poser, docteur, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la guerre de l'Est finisse aujourd'hui? Est-ce qu'il faudrait-il continuer par la diplomatie? Le chef de l'État l'a dit maintenant que quand il a parlé de la moindre escramouche, c'était juste des velléités belliqueuses. Donc, il n'y aura pas de guerre. Nous sommes pour la paix et pour la diplomatie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que cette guerre prenne fin? On ne peut pas poser la question qu'est-ce qu'il faut faire pour que la guerre prenne fin si on ne sait pas pourquoi la guerre a commencé. Voilà. On ne guérit pas les effets. On scripte les causes. Sinon, vous allez guérir, demain, ça risquerait de réapparaître. Ok? Albert Einstein définit la folie comme étant le fait de faire les mêmes choses de la même manière tout en s'attendant à ce qu'il y ait un changement. Ok. Qu'est-ce qui amène à ce que la guerre existe? Aujourd'hui, cette guerre, dans sa phase actuelle, dure depuis 28 ans. Ok. Dès qu'en 1996, lorsque l'AFDEL nous fait la guerre, après la traversée de nos frontières par les réfugiés rwandais ou tout qui fuyaient la prise du pouvoir en 1994, après la mort du président Juvenal Habyarimana. Oui. Qu'est-ce qui a fait que cette masse venue du Rwanda entre? C'est vrai que la communauté internationale a pesé de son poids. Je me rappelle à l'époque, c'est le premier ministre Léon Kyengwa-Dondo qui était à l'hôtel du gouvernement. Oui. L'Occident a imposé en ce qu'on laisse qu'il y ait un couloir humanitaire. Oui. Mais le problème n'est pas le couloir humanitaire. Le problème, c'est que quand ces réfugiés traversent, ils arrivent, et ils trouvent une république d'Isaïe déjà en défection totale. Okay. Une absence totale de l'État. Okay. Où les officiers militaires des de phase à l'époque, Fox Armée zaïroise, s'étaient transformés en hommes d'affaires. Et on trouve que la République dans cette partie n'existait que de nom, l'absence de l'État. Oui. Donc,
mettre fin à la guerre voudrait aussi nous amener à la nécessité impérieuse de restaurer l'État. Pourquoi? Nous sommes un pays, heureusement ou malheureusement, entouré de 9 voisins. Oui. Pour un État qui a 9 voisins, l'État de droit devient un impératif. Ok. Pour un pays qui a 9 voisins, la guerre est une règle et la paix est une exception. Ok. Parce que si ce n'est pas le Rwanda qui attaque, demain ça peut être la Tanzanie, ça peut être l'Angola, ça peut être la Zambie, ça peut être l'Ouganda, ça peut être le Congo-Brazzaville ou le RCA. Donc nous avons l'obligation, nous en tant que Congo, d'être prêt à tout moment. D'être prêt à tout moment. Oui. Nous devons faire de la guerre un état d'esprit. Cela ne signifie pas que nous soyons un pays va en guerre, non. Parce que on peut aussi avoir une très belle armée, une bonne armée, une armée structurée, loyale, républicaine, et 30 ans durant sans aller en guerre. Okay. D'ailleurs, c'est ça le but. Okay. Avoir une forte armée pour empêcher aux autres de vous faire la guerre. Oui. Voyez-vous? Et aujourd'hui, quand nous regardons les efforts qu'est en train de fournir le chef de l'État, oui. Et là, je vous rejoins. Okay. On les voit aller à gauche et à droite, faire la ronde des grandes villes du monde pour négocier. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait encourager parce que toutes les guerres, quelle que soit leur ampleur, finissent toujours par la négociation. La négociation. Parce qu'à un moment donné, c'est le soldat qui est sur le théâtre de combat qui pourrait dire à l'autorité civile, oui, qu'ici ça ne va pas, nous lassons, nous n'avons plus assez de troupes, les hommes ne sont plus assez motivés, nous pensons que si nous continuons à nous entêter, il y a ça et ça, il faudrait négocier. Mais on ne peut pas très bien négocier, oui, si le diplomate n'est pas sûr de l'appui que lui apporte le soldat. Okay. Donc, une bonne négociation demande ces binômes-là. C'est la force de fait. C'est la capacité de nuire, oui, des soldats qui nourrit l'argumentaire du diplomate. Pourquoi? Parce qu'en pleine négociation, en, oui, plein pourparler, oui, l'adversaire peut monter les enchères. Justement. Donc vous avez parlé de la négociation, vous avez parlé de la diplomatie, en parlant de la négociation, mais aussi l'organisation et la restauration de l'État. Aussi l'organisation et la restauration de l'État. Nous sommes un pays continent, un pays trop vaste. Et à ce jour, mon cher Didi, certainement vous le savez, nous avons 268 groupes armés. Justement, mais les dits groupes armés qui naissent sur base de des incompréhensions et de frustrations, parce que vous avez parlé de... Non, ce ne sont pas des frustrations. Ils naissent et survivent parce que l'État n'est pas à même. Vous pensez que les frustrations, il y en a que chez nous ici? Les frustrations, il y en a partout. Il y en a partout. Mais personne ne peut prendre l'option de prendre les armes et d'attaquer parce qu'il sait qu'à moins de 48 heures, il va disparaître. Okay. Car il connaît la puissance de feu de l'armée et des services de sécurité. Mais c'est l'absence de ces dispositifs sécuritaires en interne d'abord, oui, qui fait à ce que ces groupes armés pullulent comme des champignons dans la brousse. D'où une véritable réforme au sein de nos services de sécurité, civils et militaires. Parlons pratique, docteur. S'il faudrait prendre le temps d'organiser tout cela, nous ne pensons pas que c'est un mandat ou des mandats. Donc, nous pouvons dire aujourd'hui que cette guerre-là, justement, cette guerre-là continuera encore. Il faudrait avoir l'élégance. Oui. Dans la gouvernance publique, dans le management public, il faut des fois avoir l'élégance, oui, de commencer un travail même si vous n'allez pas le finir. Il y a des tâches qu'on ne peut pas finir en 10 ans. Oui. Poutine a avalé son mal pendant très longtemps, avant d'être sûr qu'il peut attaquer la Crimée et l'annexer à la Russie. Voyez-vous? Oui. On ne peut pas s'élever comme ça pour dire dans 2 mois, dans 6 mois, on va finir. Dès lors que les causes sont multiples et lointaines. Très lointaines. Sinon, vous allez guérir les symptômes et ne pas guérir les problèmes.
C'est comme quelqu'un qui dirait je vais guérir de la fièvre. Non, la fièvre n'est pas en soi une maladie. Non, mais la ça, fièvre n'est que l'évidence d'une infection. Ça, c'est vrai, parce corps. qu'en 2013, cette guerre, elle était finie, mais après, elle surgit encore. Elle a fini parce que on a contenté ce qui était dans les camps adverses, sans pour autant traiter les véritables causes. Voyez-vous? Donc, il faudrait un dépassement de soi. Voilà pourquoi je parle de la dépolitisation de la situation sécuritaire, de la question sécuritaire. Nous la politisons tellement que nous voulons voir comment est-ce que le président Félix s'en sort comparativement au président Kabila. Quand l'État d'Israël, par exemple, entouré comme nous de plusieurs ennemis, sa politique, il ne l'élabore pas en fonction de telle mandature. Il l'élabore en fonction de sa survie en tant qu'État. Nous devons être assez audacieux, faire appel aux stratèges, faire appel aux tacticiens, faire appel aux historiens, aux anthropologues, pour dire quelle est la posture que nous devons avoir, quel est le dispositif sécuritaire que nous devons avoir pour que dans les 40 prochaines années, pas un seul centimètre de notre kilomètre, de notre soit touché. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui... Pas seulement pour le Rwanda. Oui, mais pour les 9 pays, nous avions compris, docteur. Alors, ce travail qui est fait aujourd'hui par les pouvoirs en place, pour ne pas citer les animateurs en place, parce qu'ils sont déjà au bout d'un mandat, ils ont fini un mandat et ils vont vers le deuxième. Ce qui est fait aujourd'hui, est-ce que c'est inefficace? Il faudrait changer la démarche ou il faudrait continuer sur cette démarche? Non, je crois que ce qui est fait est déjà louable. Aujourd'hui, on peut quand même voir, même si les discours de la communauté internationale continuent à être ambigus, mais on sent quand même qu'ils haussent le ton pour demander au Rwanda, mais ça ne suffit pas de demander au Rwanda si ces demandes ne sont pas suivies des sanctions. Mais il faudra aussi nous poser la question, qui est-ce qui mettra fin à la vision expansionniste rwandaise? Est-ce la communauté internationale? Est-ce le Rwanda? Ou bien c'est nous. Jusqu'à quand allons-nous continuer à être considérés comme étant un espace vide, no man's land, un espace où l'on peut venir se pavaner, prendre les richesses et partir, ou bien nous allons nous-mêmes dire, si les autres ne prennent pas soin de condamner le Rwanda, nous n'allons pas seulement continuer à condamner le Rwanda, mais nous allons frapper. Frapper et agir. Frapper ne signifie pas aujourd'hui. Frapper commence d'abord par reconnaître les failles qu'il y a dans notre appareil sécuritaire, comment colmater ces failles, comment le faire de manière à ce que le plus vite possible, que nous ne soyons plus jamais une fois victime de ces combats. Ça, il faudrait le faire. Nous allons... rapidement, docteur, rapidement. Finissez rapidement. Allez-y. Non, parce que je voulais qu'on voie quand même les images, parce que cette guerre a beaucoup d'effets sur terrain. Nous allons voir les images des gens qui sont déplacés des Goma. C'est une séquence. Si je suis en même langage avec la régie, montrez-nous ces images et puis nous allons revenir commenter et puis conclure notre émission. Regardons, on se retrouve juste après. Alors, vous aviez vu l'équipe qui a à Goma avec Fatouma qui est là à Goma. Je pense que demain, elle sera déjà là avec quelques amis pour essayer de soutenir ses amis. Nous allons faire ce travail avec force et pompe. Un commentaire, docteur? C'est émouvant. J'ai eu à visiter les camps de déplacés à Goma. Je peux vous dire, les conditions sont vraiment inhumaines. Aujourd'hui, on a plus de 7 millions de déplacés internes. C'est énorme. Nous prions Dieu qu'il accorde la sagesse, de la lucidité aux dirigeants pour que très vite possible, on prenne ne fût-ce qu'en charge ces nous déplacés. Parce que si on ne sait peut-être pas mettre fin
à l'agressivité, aux agressions rwandaises, oui, mais que l'on prenne quand même soin de ceux qui se sont déplacés. Ils oui, sont peut-être en mal, en difficulté de retourner dans leur lieu naturel, justement, mais au moins là où ils sont, qu'ils mangent, qu'ils vivent, pas de manière confortable ou décente, parce que c'est toujours difficile quand on n'est pas chez soi, mais au moins pas le minimum. justement. Voyez-vous, vous leur donnez quelques biens, ils sont obligés de les vendre pour survivre. Pour survivre et pour manger. Docteur, le chef de l'État a pris la résolution de pouvoir dialoguer avec les Rwandais, donc la diplomatie. Vous appuyez cette idée ou vous pensez que ce n'est pas la bonne? Écoutez, on n'a que deux options. Oui. Soit on se bat, soit on négocie. Et face aux réalités qui sont les nôtres aujourd'hui, je pense que négocier serait une bonne décision tactique. Si pas stratégique, mais tactique, c'est-à-dire à moyen terme. Oui. Ça nous permet de vite nous organiser. Ok. Ça nous permet très vite, parce que on ne peut pas se lancer en guerre juste pour faire plaisir à l'opinion publique. Justement. D'où la nécessité pour le gouvernement de mettre en place une communication stratégique afin de vendre la guerre et ses réalités à la population. Ok. Voyez-vous, que l'opinion nationale comprenne quels sont les enjeux. Devons-nous aller en guerre aujourd'hui ou pas? Ok. Si le président pense qu'il faudrait négocier, moi je pense qu'il faudrait faire d'une pierre deux coups. Au même moment qu'on est en train de négocier, que l'on sente aussi des mesures draconiennes, des mesures fortes qui sont prises pour que très vite que l'on puisse quand même voir un changement au niveau de nos services militaires. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission, à moins que vous ayez un mot de la fin. Nous avons touché beaucoup de points et je pense que nous allons recourir à vous par rapport à tous ces téléspectateurs qui appellent, d'autres qui appellent, mais n'appelez pas. C'est ça les principes de l'émission. Nous ne pouvons pas vous recevoir. Ce qu'ils savent, ils connaissent, ce qu'il faudrait écrire. En même temps, nous créons une grande plateforme de l'émission, un groupe WhatsApp où nous allons échanger, où quand il y a les annonces de tels invités, des grandes envergures, vous pouvez poser des questions et vous verrez vos questions être lues ou posées aux invités. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de l'émission. Nous vous remercions pour cette attention particulière. Restez branchés sur vos écrans. Au revoir. Bon, s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube Chambre Froide et l'IKP, la première chaîne de spécialité en vente des surgelés, la première chaîne de télévision sur YouTube spécialiste en vente des surgelés. Bienvenue à ce deuxième numéro de votre émission 3 minutes avec la Chambre Froide et l'IKP. Merci et bienvenue encore. Alors, pourquoi nous achetons les histoires chez l'IKP? Pour nani tozo somba biloko na biso na Chambre Froide et l'IKP. Toza na moko promotionnel, promotion ezama casse na Chambre Froide et l'IKP ba prix nyonso ezana se. Toza na décembre. Bimo boyebi décembre to pesa ba vivre frais na ba travailleurs na biso, to pesa kana ba domestique na biso, to pesa kana ba na biso, to pesa kana ba nyonso o basala ngo pour ça. Toza na riz, toza na poulet, toza na huile de table, toza na poisson salé, toza na chinchard, poisson, toza na ngo ebele, pour na bino toza na cuisse, toza na ba mipanzi nyonso eza awa na kati ya Chambre Froide et l'IKP. Merci et bienvenue. Je pense que vous allez vous abonner massivement pour na koyeba nyonso o elekara awa na Chambre Froide et l'IKP. Alors sans plus tarder, to koleka na ba cliente na biso baso la biso ebele na ba caissière na biso o baza awa o ba suraka musa na kati ya Chambre Froide et l'IKP. Merci beaucoup. Oui, na somba biloko parce que ba tête à biloko la prix ya bien, pesa qualité mo ya bien. Eza biloko oyo eza bien ngoto sia elaka. Eza na ndako eza na koteka ba sepela na. Pesa na prix ya bien. Et si bana kini ba ya ebele ba ya somba biloko na Chambre Froide et l'IKP. Ba promotion pesa libaya ba ya somba biloko eza ba prix ebele ba sale ba promotion awa ba ya mbamba. Et yo sombi ngai na sombi mipandi, na sombi soso, na sombi loso, na sombi huile, na sombi frites, na sombi malangwa. En tout cas, na sombi lo ebele, na sombi na huile. Merci vraiment. Tukanga banda na ebe likia na Roma mi fidèle. Na karamba na likia ibela po a likia ba prix na baro d'abord eza bien, biloko na bango pesa très bien. Ya on a tika na likia pour na libela.
lelo nasombi cuisse, nasombi viande, nasombi malangwa, nasombi na bakingwa ngombe. Nayesi bana kini vraiment po bafete kitoko be na chambre froide de likia baoza dessus te baokuta biloko na baprix moko ya bien, en plus biloko ya bien, biloko ya très bien vraiment. Napesi merci na chambre froide de likia. Elikia vraiment azosala biso po tozala. Soki natali capitaine na banda nango na likia, nao na komi nango lelo. En tout cas la moni ça va.